Bonjour à tous et à toutes, je suis Bertrand Piccard et quand j'ai présenté le projet Solar Impulse à l'industrie aéronautique, on m'a répondu qu'il était impossible que le soleil puisse donner assez d'énergie pour faire voler un avion jour et nuit autour du monde. Et ça, c'est typique du paradigme de notre époque. On veut produire et si on n'a pas assez, on produit plus. Et c'est toujours vers la quantité qu'on veut s'acheminer plutôt que vers l'économie de ressources et vers l'efficience. Donc ce qui a fait voler Solar Impulse, c'est que nous avons réussi à fabriquer un avion qui se contentait de ce que le soleil donnait comme énergie pour pouvoir activer 4 moteurs électriques, de plus stocker l'énergie dans les batteries pour pouvoir voler également de nuit à l'énergie solaire et de cette manière-là, voler jour et nuit presque perpétuellement et faire le tour de la planète. Et comme l'industrie aéronautique refusait de fabriquer l'avion, qui c'est qui l'a fabriqué? Un chantier naval, spécialisé dans la fibre de carbone pour les bateaux, et c'est ça qui a réussi à rendre notre avion suffisamment léger. Et je me suis demandé s'il y avait d'autres exemples comme ça dans l'histoire, où les spécialistes, finalement, n'avaient pas cru à des grands projets. Et en fait, on voit qu'il y en a beaucoup. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le premier avion, en 1903, était fabriqué avec de la toile tendue sur des baguettes de bois. Absolument pas technologique. Ce qui veut dire que les Égyptiens auraient pu voler du sommet de leur pyramide il y a 5000 ans. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Eh bien parce que c'était interdit par la mythologie. Il n'y avait que les dieux qui avaient le droit de voler. Et quand Léonard de Vinci a construit ces fameux modèles d'avions, il aurait pu voler lui-même, mais il n'était pas fou, il aurait été torturé et brûlé par l'Église, par l'Inquisition. On voit la même chose avec les Tibétains et les Népalais qui ont regardé l'Everest pendant des millénaires sans jamais avoir le droit de profaner la montagne sacrée. Et qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle? Il s'est passé que des explorateurs ont cassé les règles. Ce n'est pas des nouvelles idées qu'ils ont eues, puisque voler c'était un mythe millénaire, un rêve. Non, ils ont cassé les règles pour changer de paradigme, et en 66 ans, vous avez eu le premier avion, le pôle Sud, le pôle Nord, l'Everest, la fosse des Mariannes et la Lune. Et ça montre quoi? Ça montre que l'innovation ne vient pas quand on a une nouvelle idée. L'innovation vient quand on se débarrasse d'une vieille croyance. Et là, on a l'esprit et le cœur suffisamment vides et réceptifs pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Alors aujourd'hui, il faut voir sur quel paradigme nous fonctionnons de manière à le changer. Ça fait 50 ans qu'on nous dit que la protection de l'environnement, c'est cher, ça nécessite des sacrifices, il faut moins produire, moins consommer, ce qui veut dire moins d'emplois, ce qui veut dire moins de protection sociale, ce qui veut dire une décroissance, des sacrifices sur la mobilité, sur le confort. Ça n'a pas séduit grand monde, il faut bien le voir. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait changer le paradigme et se dire, est-ce que la protection de l'environnement, ça pourrait être exactement l'inverse? Exactement l'inverse. Est-ce que ça pourrait être rentable financièrement, enthousiasmant, créateur d'emplois? Et c'est ça que je me suis beaucoup posé comme question quand je survolais les océans avec Solar Impulse. Je regardais mes moteurs électriques qui tournaient avec 97% de rendement, sans pollution, sans bruit, sans carburant. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je suis dans le futur. C'est un rêve, c'est irréel ce que je suis en train de vivre. C'est de la science-fiction. Et en fait, en regardant de plus près, je me suis dit, mais ce n'est pas du tout le futur, ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce que les technologies d'aujourd'hui me permettent de faire aujourd'hui. Et ça, c'était comme une révélation. Le moment où j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas moi qui étais dans le futur avec Solar Impulse, c'était le reste du monde qui était dans le passé. Le reste du monde dans le passé, avec toutes les technologies qu'on utilise, à part l'ordinateur portable et le smartphone, toutes les technologies qu'on utilise qui ont plus de 100 ans, 120 ans, qui sont apparues au début de l'ère pétrolière. Le moteur à combustion, avec ses misérables 27% de rendement,
alors que moi j'en avais 3 fois plus sur mes moteurs électriques, des maisons mal isolées, une manière polluante de brûler des énergies fossiles pour avoir de l'électricité, du mouvement ou de la chaleur, des systèmes complètement démodés d'éclairage, de processus industriels, de gestion des déchets. Et en fin de compte, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un gaspillage monumental qui, lui, cause l'effondrement des ressources naturelles, de la biodiversité, des émissions de CO2, etc. Alors, est-ce qu'on pourrait moderniser notre monde? Non pas amener notre monde dans le futur, mais ramener notre monde depuis le passé jusqu'au présent, c'est-à-dire changer nos infrastructures, moderniser nos systèmes, toutes nos technologies. Et ça, ce serait le marché industriel du siècle. Et c'est là que doivent aller les milliards de dollars de la relance économique post-Covid. Il serait complètement aberrant de mettre de l'argent public pour continuer à fabriquer des produits polluants. Imaginez, soutenir des marques de voitures qui fabriquent des SUV lourds et polluants avec des gros moteurs qui seront de toute façon interdits dans les villes dans 5 ou 10 ans, c'est de l'argent gaspillé. Cet argent, il doit aller pour fabriquer des voitures plus propres ou bien des petits moteurs thermiques ou, si possible, des moteurs électriques, des batteries, des pompes à combustible, des piles à combustible avec hydrogène, etc. Tout ce qui nous permet ensuite d'augmenter notre efficience, des réseaux intelligents, des isolations de maisons, des nouveaux systèmes de chauffage, pompes à chaleur, énergie renouvelable, bien sûr, l'énergie renouvelable maintenant, le solaire est à 1,5 centimes le kilowattheure au Portugal, l'éolien est à 3 centimes le kilowattheure au Maroc, et nous on continue à produire avec des énergies fossiles ou nucléaires à 8 centimes le kilowattheure. C'est aberrant, c'est d'un autre siècle. Donc maintenant on voit que ces changements de paradigme nous permettraient d'être des pionniers. On a devant nous une opportunité extraordinaire de sortir du dilemme entre la décroissance qui nous mène au chaos social et ce mythe irraisonnable et utopique de la croissance soi-disant illimitée qui nous amène au désastre écologique. Non, on a devant nous la possibilité d'une troisième voie qui est celle de la croissance qualitative, comme j'aime l'appeler. C'est celle où on crée des emplois et on fait du profit en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. C'est le marché industriel du siècle, c'est la possibilité de moderniser nos pays, c'est la possibilité, après la crise Covid, de ressortir plus fort, plus efficient, plus sûr, plus équitable que ce que nous avions avant. Donc cette crise, utilisons-la de manière à ce qu'elle soit utile. Si c'est pour revenir à ce que nous avions avant, toute la souffrance qui aura été générée sera inutile. Si nous ressortons de cette crise plus fort, plus propre et plus efficient, avec des nouveaux métiers, des nouveaux débouchés industriels, des nouveaux plans de rénovation, à ce moment-là, cette crise aura été utile. Et c'est à nous de décider. Est-ce que nous pensons que la vie est là pour nous détruire et nous faire souffrir, ou est-ce que nous pensons que la vie est là pour nous mettre au défi de trouver plus de solutions? Nous, c'est le choix que nous avons fait à la Fondation Solar Impulse. Nous sommes en train de récolter les 1000 solutions financièrement rentables pour protéger l'environnement que nous avons annoncées il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, nous approchons des 900. Il en restera 100 à sélectionner, à labelliser avec notre groupe d'experts pour amener ce portefeuille des 1000 solutions rentables et écologiques pour les amener aux chefs d'État, les amener aux entreprises, les amener aux institutions et bien sûr les amener chez vous également, parce que de plus en plus maintenant, ce sont les territoires, ce sont les métropoles, ce sont les villes qui prennent le relais de ce consensus international qui a été impossible à trouver à travers les conférences pour le climat. Ça a créé une grande frustration et maintenant les acteurs locaux sont en train de mettre en œuvre depuis le bas
tout ce qui n'a pas pu être mis en œuvre depuis le haut. Donc je crois beaucoup à ces prises de responsabilité, à ces initiatives régionales. J'appuie à fond et sachez qu'avec la Fondation Solar Impulse, nous avons beaucoup de solutions dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la mobilité, de la construction, de l'agriculture, de l'industrie pour pouvoir vous aider dans ce but extraordinaire. Bonne chance à tous et à très bientôt.